L'oppression est une chose que nous ne pouvons pas tolérer aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Il faudrait que nous ayons des états de droit en Afrique. Bonjour très chers amis téléspectateurs, merci de nous retrouver dans cette émission de l'Éveil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne tant notre continent de par la gravité des actes qui l'entourent. Eh bien, il est question de l'accaparement des terres. Nous sommes en compagnie de Madame Binta Terrier, qui est l'organisatrice d'un grand concert visant à éveiller les consciences sur ce phénomène dont nous allons parler aujourd'hui. Madame Binta Terrier est la directrice de Partnership League for Africa's Development, qui est une organisation non gouvernementale basée ici aux États-Unis, plus précisément à Washington DC. Et ensemble avec son organisation, elle essaye d'éveiller les consciences et de combattre ce phénomène qui est en train de détruire des communautés entières sur notre continent. Madame Binta Terrier, merci beaucoup de nous retrouver dans l'Éveil d'Afrique. Merci Farida de m'inviter sur votre chaîne. C'est un honneur d'être ici et partager avec vous ce que nous essayons de faire de ce côté de la planète. Alors, Madame Terrier, pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre organisation, le PLAD, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous en faites? Notre organisation, nous sommes tous des résidents ici aux États-Unis. Et compte tenu de ce que nous voyons et ce que nous savons, on s'est dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que quelqu'un vraiment regarde de près ce qui se passe et aussi voir comment nous, les expatriés africains, qui ont toujours des liens en Afrique, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins aider, si possible, nos dirigeants à comment gérer un peu ces histoires d'acquisition de terres en Afrique. Parce que n'oubliez pas que nous avons été colonisés une fois et nous voyons un peu une similarité, une tendance qui va dans ce domaine. Ouais. Donc voilà, notre ONG, nous sommes tous des volontaires, nous avons notre travail régulier et en plus de ça, nous prenons quelques heures de nos temps libres, les week-ends et les nuits, pour regarder quelques dossiers, suivre ce qui se passe et puis essayer de se renseigner et puis voir en quelque sorte ce qu'on peut voir. Et on a été vraiment surpris de voir la gravité de la situation. On ne sait pas si nos dirigeants sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire ou pas. Ou alors c'est une perception qu'ils ont, je ne sais pas, je suis persuadée que, et mes collègues aussi, que tout n'est pas lié à la corruption, que quelque part il y a une volonté vraiment sincère de vouloir développer le continent, mais la manière dont c'est fait, nous ne pensons pas que ça va aboutir à ce qu'ils cherchent à faire. Donc on essaie d'attirer l'attention sur ça, et notamment aussi aux compagnies qui vont prendre des terres, soi-disant dans des histoires de développement du secteur agricole. Madame, avant de vous laisser continuer, vous savez, nous allons essayer d'expliquer ce phénomène à un Africain lambda qui ne sait pas trop de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'on dit par accaparement de terre? Quand on parle de l'accaparement de terre, est-ce les populations qui les vendent? Est-ce les gouvernements qui les vendent? Est-ce que ce sont les entreprises internationales qui les achètent ou qui les saisissent? De quel type d'accaparement de terre parlez-vous précisément? D'accord. Donc, d'abord, il y a depuis 2008, il y a eu un problème alimentaire, de sécurité alimentaire dans le monde. Donc, les grandes puissances ont commencé à avoir peur, et même les pays arabes, qu'ils vont se retrouver un jour sans suffisamment de denrées alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut résoudre ce problème? Donc, ils ont vu qu'en Afrique, il y a beaucoup de terres qui sont fertiles et qui ne sont pas utilisées. Bon, ça ne veut pas nécessairement dire que ces terres n'appartiennent pas à quelqu'un. Mais le fait qu'il y ait des terres agricoles qui sont très fertiles en Afrique, ça a attiré l'attention de beaucoup. Et comme nos dirigeants aussi cherchent à développer, chaque dirigeant cherche à développer son pays, vous savez, nous sommes repartis en 53 pays indépendants. Donc, chaque dirigeant essaie d'attirer des investisseurs dans son pays pour notamment développer le secteur agricole, le secteur minier, tous les secteurs. Mais le problème, c'est que ces investisseurs qui viennent en Afrique pour investir,
dans quoi exactement ils veulent investir. Et est-ce que les gens qui entourent nos dirigeants, parce que c'est très facile d'accuser un chef d'État, il a corrompu les cela, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que les chefs d'État sont entourés d'experts, soit que ce soit des experts étrangers ou des experts de leur pays, ils sont entourés des conseillers. Donc, les documents que ces conseillers lisent, les contrats qui sont signés pour que ces investisseurs étrangers viennent avoir des droits à de grandes magnitudes de terrain africains qui appartiennent en fait à des villageois, qu'on déplace des fois forcément et qu'on attribue ces terres pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, des fois même 99 ans à des compagnies étrangères pour venir développer ces terres. Mais le problème, c'est que ce que ces compagnies cultivent sur ces terrains n'ont rien à voir avec ce que nos populations mangent. Donc, tout est fait pour l'exportation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en Éthiopie, il y a des compagnies qui sont venues s'accaparer, qui sont venues signer des contrats de 90 ans, 60 ans, 70 ans, dans des conditions qui sont floues. Les propriétaires soit ne sont pas au courant, ou alors on les a mis devant les faits accomplis, et ils viennent pour cultiver quoi? Des fleurs qu'on exporte en Hollande, qu'on exporte dans d'autres pays, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Ou alors pour cultiver des haricots verts, pour cultiver en tout cas des choses que les pays arabes consomment. Alors qu'on se souvient tous nos problèmes d'alimentation qu'il y a en Éthiopie. Donc, bon, comment est-ce que ça peut servir au développement de l'Éthiopie? Vous savez, madame, plus de 60% des terres arables au monde se trouvent en Afrique. Et ceux qui soutiennent ces démarches diront qu'il y a assez d'espace pour tout le monde et que le fait d'attribuer certaines terres aux compagnies étrangères n'empêche pas aux populations locales également de cultiver. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Bon, c'est une chose d'avoir les terres, mais il y a un problème d'eau. Vous savez, donc on peut avoir des magnitudes de terres, mais il faut avoir de l'eau. Les sources d'eau aussi sont limitées. Donc, si vous remarquez bien, partout où il y a eu ces terres qui ont été occupées par des compagnies étrangères, il y a des sources d'eau à côté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent les populations. D'ailleurs, nous travaillons avec des gens ici. Jusque-là, je vais vous dire une chose. Les seules personnes qui sont battues pour l'Afrique, pour leur faire comprendre que ce que vous êtes en train de faire, dans le long terme, ne sera pas dans votre avantage. C'est des compagnies, c'est des institutions comme le Auckland Institute, voilà, qui sont des ONG qui sont composées de quoi? De Français et d'Indiens. Donc, il n'y a pas d'Africains dans ces institutions. C'est eux qui... Parce qu'il y a des gens aussi ici qui se soucient de l'environnement. Bon, tout ce remaniement de terre, tout ce changement climatique et géographique, est-ce que ce n'est pas lié à tout ça? Donc, il y en a qui sont souciés de ça. Donc, depuis longtemps, ils ont commencé à réveiller la conscience de nos dirigeants africains de faire attention, mais ça n'a pas... On a l'impression que ça ne marche pas. Donc, nous, on a décidé de dire, écoutez, comme on a regardé ce qu'ils font, on a trouvé que certaines, c'est vrai qu'il y a quoi, comment on appelle ça, s'inquiéter. Et surtout, vous voyez, si nos terres, la plupart de nos terres arabes sont acquis par des sources étrangères, donc c'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'il faut cultiver sur ces terres, c'est eux qui vont décider où il faut vendre ces récoltes et à quel prix. Et donc, nous, comment est-ce que nous allons vivre? Comment est-ce que nos populations vont vivre? Est-ce que nos dirigeants pensent même à ça? Vous voyez, et notre problème de sécurité alimentaire. Est-ce que l'Éthiopie a suffisamment pour nourrir sa population avant de donner les terres à d'autres gens? Est-ce que le Sénégal a suffisamment de quoi nourrir, sécuriser la nourriture de la population sénégalaise avant de donner ces terres ou de louer ces terres pour 60, 70, 80 ans? Donc, c'est ça le problème. Alors, dans ce cas, madame, quels sont vos moyens d'action pour freiner ce problème? Comment comptez-vous y prendre pour arrêter ce fléau? Bon, d'abord, il y a un problème qui est encore plus grave, c'est que maintenant, l'acquisition des terres peut se faire à partir de Wall Street. Oui, ça fait partie, je ne sais pas comment on traduit commodities à Wall Street. Ça veut dire quoi? Que vous, Farida, vous pouvez amener une compagnie avec vous, disons, quelque part, je ne sais pas, en Guinée,
Vous pouvez acheter des terres ou signer, rentrer dans des contrats de 60 ans, 70 ans avec nos chefs d'État actuels et son gouvernement. Donc, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, le chef d'État ne sera plus. Mais vous, vous avez droit à ces terres. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez revenir à Wall Street et revendre le droit de cultiver ces terres à quelqu'un d'autre à un prix plus élevé que vous l'avez eu. Donc, les terres sont cotées en bourse maintenant. Voilà, les terres sont cotées en bourse. Donc, nous allons avoir le même problème qu'il y a eu en Amérique, en Europe, ou dans le secteur immobilier. Donc, c'est ce que nous risquons d'avoir aussi en Afrique. Oui, donc, vous avez vu tout cet exode humain, tous ces gens qui meurent dans le désert, tous ces gens qui meurent dans je sais pas moi, dans les mers là-bas en Europe ou en Espagne, tous ces gens qui sont incarcérés là-bas en Israël. Qu'est-ce qu'ils fuient? Ils fuient la famine, ils fuient le manque d'espoir, le manque de boulot. Au lieu d'essayer de créer, d'essayer de trouver des moyens de créer, de développer le secteur agricole avec les propriétaires, on ne peut pas prendre ces terres et les donner aux étrangers et penser que c'est de là qui va venir le développement. Oui, alors là revient ma question. Que peut-on faire alors pour empêcher que les étrangers s'accaparent de ces terres? D'abord, il faut faire comprendre aux investisseurs que ce n'est pas soutenable. Donc, c'est pas soutenable. Donc, il faut qu'ils comprennent d'abord. Nous, on essaie de dialoguer avec tout le monde. Quand on s'est établi, on a su les règles américaines. On a été invité au Congrès américain par le congressman Chris Smith, qui est un républicain très puissant. Donc, il nous a donné, son bureau nous a donné la plateforme au Congrès d'expliquer qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons et comment ils peuvent nous aider. Nous avons expliqué que, écoutez, les compagnies qui sont dans ça, ils sont là pour un gain éphémère. Le résultat ne sera pas viable ni pour ces investisseurs, ni pour les Africains. Et dans le long terme, ça va créer de l'animosité, en fait, envers les États-Unis. Et la deuxième chose, c'est que ça va créer des problèmes de famine. Et après, les États-Unis seront obligés même de demander ici de l'aide pour aller aider les gens qui n'auront pas quoi vivre. Donc, c'est dans notre intérêt d'essayer de regarder ça de près et de voir qu'est-ce qui peut se faire. Donc, après nous, le Congrès, ils ont invité d'autres gens, d'autres ONG qui sont venus aussi expliquer ce problème grave d'accaparement de terre. Donc là, je crois qu'ils sont en train d'abord de voir les compagnies qui se disent américaines, qui sont en Afrique, est-ce que c'est de vraies compagnies américaines ou bien c'est des subsidiaries? Vous savez, il y en a qui ouvrent des compagnies quelque part dans le monde. Des joint ventures. Voilà, ils ouvrent un bureau à New York, ils disent que nous sommes une compagnie américaine. D'accord. Donc, eux, ils sont en train de voir d'abord dans quelle mesure ça c'est le cas et est-ce qu'ils ont suivi les normes, les réglementations américaines avant d'aller rentrer dans des négociations de terrain ou de mines en Afrique. Ça, c'est une chose. Donc, l'autre chose que nous sommes en train de faire, c'est sensibiliser nos chefs d'État. On essaie en tout cas de le faire. Nous avons fait un marathon de rencontres avec tous nos ambassadeurs pour essayer de les sensibiliser, pour essayer de leur expliquer que, écoutez, on ne peut pas développer, si vous regardez dans l'histoire du monde, si vous regardez l'histoire de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, tant qu'on n'a pas les droits fonciers bien établis et respectés nationalement et internationalement, aucun pays ne peut être développé. Ce n'est pas possible. Si vous regardez en France, il y a eu la Révolution française. Si vous regardez en Angleterre, il y a eu ce qu'ils appellent les enclosures. C'est si vous allez en Angleterre, c'est pour ça qu'ils ont des barrières partout. Ces barrières ont été mises pour renforcer le droit de propriété. C'est après ça qu'il y a eu la révolution industrielle. Nous qui venons étudier, c'est ça qu'on apprend. Moi, quand je suis repartie à l'université pour faire mes études pour mon doctorat, que je n'ai pas encore écrit de thèse, donc je ne suis pas docteur, mais j'ai fait les études. C'est la première des choses qu'on apprend, c'est que si tu as le droit foncier, le droit privé, ça motive les gens à être créatifs. Ça motive aux gens à se pousser parce qu'ils savent que s'ils arrivent à inventer quelque chose, c'est eux qui vont en bénéficier. Donc, la manière dont ça se passe, ce n'est pas possible. Donc, on explique aux industriels et aux investisseurs que votre investissement, au court terme, vous pouvez gagner quelque chose. Mais le jour que ce chef d'État ou ce gouvernement ne sera plus en place, vous risquez de tout perdre. Donc, essayez de trouver un moyen où... Et pensez-vous que vos actions vont dans le bon sens? Pensez-vous que vous êtes efficace? Avez-vous eu des réponses positives de la part des personnes à qui vous avez soumis vos plaidoyers? C'est-à-dire que, vous savez, c'est un début. Nous existons depuis seulement 3 ans. Jusque-là, en tout cas, les gens
on nous écoute Mhm. et ils ont l'air attentifs et on arrive à communiquer avec les gens. Donc, le problème, c'est qu'aussi, il faut éduquer la masse populaire en Afrique. Mhm. Il faut les informer. Est-ce que c'est on entend dire des fois que c'est les chefs de village qui vendent les terres ou qui louent les terres. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Parce qu'en Afrique, c'est une chose de dire, moi je viens d'un village africain, mon père, on avait beaucoup de terres, mais chaque fois que quelqu'un venait de notre pays africain, il n'a pas où rester, mon père lui dit, ouais, reste là, c'est à toi tant que tu en as besoin. Donc, il y en a qui viennent, ils restent 5-10 ans, ils s'en vont. Donc, quelqu'un d'autre vient, il prend. Est-ce que c'est ce système qu'ils adoptent? Ou alors, ils vendent vraiment? Donc, il faut qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un moyen de communiquer le danger de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est pour ça qu'on a invité quelques artistes africains. Vous savez, l'art et la culture, c'est un très bon atout de communication qui n'est pas contentieux. D'accord. Donc, nous avons invité Didi Awadi, nous avons invité Femi Kuti, Mbiri Abel, Hanisha Solomon de l'Éthiopie, elle est basée à Londres. On les a dit, écoutez, nous, on n'a pas les moyens financiers parce qu'on ne prend l'argent de personne. Personne ne nous soutient. Parce qu'une fois que vous faites financer par une compagnie ou un groupe, vous ne pouvez plus dire quelque chose s'ils font les choses pas dans... Alors, comment est-ce que vous financez vos activités étant donné que vous êtes indépendante? Nous nous finançons nous-mêmes. Quand on a besoin de faire quelque chose, ce que nous faisons, chacun de nous contribue. Et on cherche à trouver des associations ou des NGO qui partagent la même idéologie que nous. Donc, on dit, voilà, on est en train de regarder cet aspect. Si ça vous intéresse, donc on poule nos ressources et puis on essaie de voir ce qu'on peut faire. C'est ainsi qu'on a pu faire ce concert. Donc, on a pu faire ce concert. Par exemple, les ressortissants éthiopiens ont financé le déplacement de Hanissa Solomon de l'Angleterre ici. Donc, elle n'est pas payée, elle aussi, elle a fait pro bono. Didi Awadi, c'est la même chose, c'est des expatriés africains aux États-Unis qui ont financé son déplacement. Il n'a pas été payé du tout. Femi Kuti, c'est pareil, aucun n'a été payé. Parce que vous savez, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Oui, donc, il faut qu'on fasse tout pour travailler ensemble. Je n'ai pas le temps ou je n'ai pas les moyens financiers. Et comment font les Juifs? Comment font les autres? Alors, madame, comment est-ce que d'autres pourraient se joindre à votre cause? Comment est-ce que d'autres personnes pourraient vous assister dans cette initiative? Ils n'ont qu'à nous contacter. Nous sommes sur l'Internet. Donc, ils nous contactent et comme ça, vous savez, Farida, ce n'est même pas une question d'argent. D'accord. Ce n'est pas une question d'argent parce que, regardez, en 2012, 1 million de ressortissants africains ont envoyé 60 billions de dollars en Afrique. Imaginez 1 million de nous et on est combien? Donc ça veut dire en Australie seulement il y a 1,2 million d'Africains. Donc disons que seulement ceux de l'Australie ont envoyé 60 billions de dollars officiellement. Je ne parle pas des gens qui donnent de l'argent à quelqu'un qui voyage demain ou après-demain dans leur valise. Voyez? Donc si on est capable de faire ça, vous imaginez si on s'organisait mieux, que nous tous qu'on venait ensemble, qu'on travaille ensemble. Nos pays n'auront même pas besoin de la Banque mondiale pour emprunter de l'argent. Mais nous sommes tellement désorganisés, c'est le vrai bazar. Donc, on essaie de sensibiliser les gens à voir les choses de cette manière. D'accord. Voilà. Donc on nous espérons en tout cas le fait que les Didier, les Femi et Hanisha et tous ces gens sont venus, et les Sud-Africaines aussi, Christolite, ils sont venus, on voit déjà un intérêt. D'accord. On voit déjà un intérêt et les gens ils sont, si vous voulez, ils commencent à être à l'aise avec nous. Nous ne sommes pas des radicaux, c'est pas... Bon, on veut Comptez-vous pousser cette action sur un plan légitime, légal, dans le sens où est-ce que vous envisagez faire passer des lois qui interdiraient l'accaparement des terres ou bien l'achat de quantités excessives de terres? Mais ce que nous avons fait, c'est avec le Auckland Institute. Nous avons regardé qu'est-ce que les autres ont fait. Parce que l'Afrique, comme je vous le dis, ce n'est pas un cas unique. À notre temps, oui. Mais l'Europe est passée par là. Les États-Unis sont passés par là. Donc, on a regardé ce que les autres ont fait et comment ils s'en sont sortis. Donc, maintenant, on appelle ça les best practices. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais... Les meilleures pratiques. Les meilleures pratiques de la gestion des terres. Vous voyez, donc, tout peut être fait d'une manière légale où l'État pourra gagner quelque chose, les propriétaires gagneront quelque chose, et tout le continent aussi pourra en bénéficier. Et les investisseurs aussi pourront en bénéficier. Oui, la manière dont ça se fait en ce moment,
ceux qui pensent qu'ils gagnent beaucoup d'argent dedans ou qu'ils en profitent, au fait, ils sont perdants. Parce que ce qu'ils peuvent gagner en tant que si c'est fait légalement, c'est beaucoup moins que ce qu'ils gagnent en faisant les choses pas clairement, pas nettement. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense que nous pensons, en tout cas, pas, je ne suis pas la seule, que c'est une question de partager les informations. D'accord. C'est une question d'information et c'est une question de que les gens se sentent à l'aise, qu'ils voient quel est leur intérêt là-dedans. Regardez ce qui s'est passé au Madagascar. Bon, regardez ce qui se passe en ce moment au Nigeria. Au Nigeria, on parle de Boko Haram, Boko Haram. Boko Haram n'est pas descendu du ciel. Vous voyez, vous avez la moitié de la population nigérienne qui supporte Boko Haram. Et d'où ils sont venus. Vous voyez, donc et si vous regardez dans cette région, vous y allez, vous voyez les conditions dans lesquelles ces gens vivent. Ce n'est pas acceptable au XXe siècle. Donc, si nous voulons éviter des Boko Haram, si nous voulons éviter des extrémistes qui viennent s'accaparer de nos jeunes ou les dégâts qui se produisent en ce moment, il faut qu'on regarde très sérieusement la sécurité alimentaire. Et comment on peut améliorer la sécurité alimentaire. Quelqu'un qui a faim, qui ne peut pas nourrir sa famille, ne va pas respecter les lois, ne va pas respecter des règles. Un père de famille qui ne peut pas nourrir ses enfants, qui ne peut pas payer les études de ses enfants, qui ne peut pas payer les frais médicaux de ses enfants, il sera voleur, il sera hooligan, il sera extrémiste, il sera tout. D'accord. Le message est passé. Voilà. Merci beaucoup, Madame Binta Terrier. Ça a été un immense honneur pour nous de vous avoir reçu. Merci pour le combat que vous menez pour le continent. Nous espérons que beaucoup de gens se rejoindront à vous afin que nous limitions les dégâts et que nous empêchions aux institutions internationales de venir s'accaparer de millions de tas d'hectares en Afrique quand les populations elles-mêmes ont du mal à en trouver et à en exploiter afin de pouvoir survivre. Encore une fois, Madame Terrier, merci beaucoup. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans vos initiatives. Nous allons bientôt retrouver Didier Awadi qui a fait le déplacement depuis le Sénégal pour participer au concert contre l'accaparement des terres ici à Washington. Restez branchés, revenez-nous très bientôt. Merci. Très chers amis, nous allons vous amener découvrir un grand musicien africain. Il est d'origine sénégalaise, le nom c'est Didier Awadi. Didier Awadi est un très grand rappeur et un activiste qui œuvre pour le développement et la liberté de ce continent. Il est venu à Washington DC dans le cadre d'un concert qu'il a organisé ensemble avec d'autres grands musiciens africains comme Kemi Kuti contre l'accaparement des terres. Alors nous allons profiter pour obtenir quelques mots avec lui et nous souhaiterons que vous suivez cet échange avec Didier Awadi. Bonjour Awadi, merci de nous recevoir depuis Sahara TV. Merci. Vous êtes là dans le cadre d'un concert organisé contre l'accaparement des terres en Afrique, c'est ça? Voilà, on est là pour un concert contre l'accaparement des terres en Afrique. Vous savez que dans beaucoup de nos pays, les gens sont en train de prendre des terres soit pour exploiter le sous-sol, soit pour faire même de l'agriculture, au détriment des populations et au détriment donc du développement des contrées là où ils vont s'installer et au détriment du développement de l'Afrique. Donc à un moment, il faudrait qu'on mette le doigt dessus et qu'on vienne au cœur du système. Ici, tu as la Banque mondiale, tu as la FMI, tu as toutes les multinationales américaines qui sont des prédateurs. Donc il faut venir au cœur du système et le dénoncer. Donc voilà pourquoi on est là. Mais en quoi est-ce que l'accaparement de l'Afrique enfreint le développement de l'Afrique? Parce qu'on pourra dire que l'Afrique est un continent très vaste, avec plus de 60% de la superficie des terres arables au monde. Donc il y en a qui diront qu'il y en aura toujours assez pour tout le monde. Non, c'est pas parce que l'Amérique est vaste que toutes les puissances vont venir ici voler les terres des Américains et déplacer des Américains, déplacer des gens de leurs terres où ils sont nés, où ils ont leur mort, où ils ont leur culture, où ils ont tout leur passé, et juste pour de l'argent. Donc voilà, on peut pas faire ça. On peut pas venir s'accaparer des terres des gens et chasser et quelquefois tuer même des populations pour le bénéfice d'un groupuscule de nantis. Donc ces situations ont trop duré. On vient, on s'accapare des terres et on s'en fout des populations qui vivent là depuis des millénaires. Et ça ne peut pas durer et ça se fait avec la complicité de nos chefs d'État et de nos États. Donc à un moment il faut dire stop parce que on n'a rien contre des gens qui viennent nous aider à développer, mais
si tu viens seulement pour chasser les gens et exploiter les terres et souvent les rendre après ton départ inexploitables, on n'est pas d'accord. Donc c'est pas parce qu'il y a de l'espace qu'on doit faire n'importe quoi dans cet espace. D'accord, mais vous dites qu'il faudrait dire stop. Et comment est-ce que cela se passe? Est-ce que c'est juste par la musique? Parce que là, vous êtes là pour un concert, pour essayer d'éveiller les consciences. Mais au-delà de cela, quelle autre action peut-on mener concrètement pour lutter contre ce fléau? Pour lutter contre ce fléau, il faut sensibiliser d'abord. Donc c'est ce qu'on fait par la musique, parce que la musique touche un peu plus loin que le discours politique. Et au-delà de la musique, maintenant c'est de faire du plaidoyer chez les décideurs du monde. Donc on est à Washington, c'est pas pour rien. Et ensuite aller sur place, parler à nos gouvernants et aller sur place faire des actions sur le terrain dans tous ces pays, dans toutes ces zones où les gens sont en train de faire n'importe quoi sur nos terres et les dénoncer, et quitte à, dans des actions, les déloger. Pensez-vous qu'il serait possible de faire passer des législations au niveau politique, c'est-à-dire au niveau des institutions comme l'Union africaine ou même des gouvernements africains pour protéger les populations locales contre ces pratiques? Écoute, il faut faire passer les législations pour la protection de nos terres, mais la plupart de ces législations, le pire c'est qu'elles existent, mais elles ne sont pas prises en compte, parce que quand un dictateur éclairé a envie de se faire de l'argent, voilà, et qu'il est très sensible à l'argent, il va prendre l'argent du premier corrupteur venu pour financer soit sa campagne, ou bien sa famille, ou bien, bon, quel que soit l'intérêt qu'il y a derrière. Et voilà. Mais beaucoup de textes existent, mais c'est la mise en application de ces textes qui fait défaut. Donc là où la politique a ses limites, l'activisme arrive, et les sociétés civiles vont justement rappeler à l'élite que ce qu'elle fait en notre nom, que ce soit de l'Union africaine à d'autres instances, à chez nous, on ne peut pas tout accepter. Sous prétexte que les gens dans les zones ciblées sont analphabètes, on peut faire n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, vous êtes à Washington, D.C., mais la question touche principalement les Africains. Pourquoi avoir choisi de faire ce concert ici? C'est une association de Washington, une ONG qui est à Washington, d'Africains conscients, qui a décidé de s'engager, et elle a fait appel à moi, à Femi Kuti et à d'autres. Et on s'est dit oui, direct, on s'est dit on vient. Ils ne peuvent pas payer par exemple le gros show qu'on fait d'habitude avec tout le band, même si c'est venir en acoustique, mais faire passer le message, on a le devoir de le faire, parce qu'on ne peut pas laisser seulement les autres s'occuper de nous et nous ne jamais être sur le front. Donc c'est des questions importantes pour le continent. Et on a le devoir aujourd'hui de dire qu'il y a trop de gens qui prennent nos terres et qui sabotent nos terres, soit pour l'extraction des mines, soit pour avoir des terres pour faire de l'agriculture, au détriment de nos populations. Des villages entiers sont déplacés. Et l'exploitation, les bénéfices de l'exploitation des zones, c'est jamais partagé avec les populations locales. Donc on ne peut plus laisser faire ça. Vous vous rendez compte? Si on vient prendre, ils ont déjà pris des zones vallées, ils ont déjà pris beaucoup de matières premières, maintenant c'est la terre, demain ça va être l'eau, parce que c'est déjà même l'eau dans beaucoup de régions. On ne peut pas assister à ce drame et puis se taire. Il faut le combattre. Du plaidoyer à l'action vigoureuse et physique, il faut tout faire. Et là, vous êtes à Washington, comme je le disais, mais une fois que vous irez en Afrique, est-ce que vous allez continuer par parler de ce sujet? Mais bien sûr, nous, notre activisme ne se limite pas dans des grands hôtels ou bien dans des belles scènes comme ici le Warner Theatre. C'est bien, hein? Il est beau, mais c'est pas là que ça va se passer. Ici, on fait juste du plaidoyer. Après, on ira chez nous, et dans les zones où il faudra taper, eh bien, on va taper. Parce que voilà, c'est de notre avenir qu'il s'agit. Hein. C'est pas, on n'est pas étranger au continent. On vit là-bas, on est né là-bas, on espère mourir là-bas, donc on ne peut pas laisser faire n'importe quoi là-bas. Merci beaucoup Didier Awadi. Alors avant de vous dire au revoir, je souhaiterais vous demander si vous avez un message pour la jeunesse africaine, surtout pour la diaspora africaine aux États-Unis. Un message pour la diaspora. Écoute, moi je pense que ce soit la diaspora ou n'importe quel Africain,
c'est toujours le même disque. J'aime bien terminer toujours par cette phrase de Fanon. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus fort. Quoi. On a... chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. C'est trop important. Et aujourd'hui, plus que jamais, on n'a pas le droit de faillir à notre mission. La mission de notre génération, c'est vraiment une vraie émancipation, c'est vraiment la prise en charge du développement de l'Afrique et ne pas laisser les autres venir profiter du développement de l'Afrique. On arrive à une situation où toutes les multinationales viennent en Afrique, ils se disent c'est là qu'il y a le nouveau, c'est le nouvel Eldorado. Tout le monde vient en Afrique, soit pour le pétrole, soit pour les matières premières, soit pour tout ce qui est télécommunications aujourd'hui. Ils veulent tout prendre, ils veulent tout prendre. Oui. Donc je pense que la diaspora, une fois qu'elle est instruite et qu'elle a assez gagné en savoir, doit venir mettre ce savoir au service de son continent. Sinon, je pense qu'elle aura vécu inutile. Et les sacrifices que le pays a fait pour qu'eux, ils puissent venir ici étudier dans les meilleures conditions, ce sacrifice aura été vain si vous ne mettez pas votre savoir au service de votre continent. C'est très facile de rester en dehors et de jouir de la vie de rêve pour certains. Mais il faut toujours oublier, ne jamais oublier plutôt d'où l'on vient. Alors, chers amis, nous espérons que la conversation avec Didier Awadi vous a été bénéfique. Comme il l'a dit, chaque génération doit découvrir sa mission et l'accomplir ou la trahir. J'espère que vous ne trahirez pas la vôtre et qu'ensemble, avec Didier Awadi et France Fanon, nous allons réveiller l'Afrique et nous allons retourner à l'Afrique ce qu'elle lui mérite. Donc, chers amis, c'était un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi. À très bientôt dans le prochain épisode de l'Éveil d'Afrique. Farida Nabrima depuis Sarara TV.